La pièce s'appelle The Secession Sessions. Donc c'est un titre qui regroupe un certain nombre d'éléments. Il y a un film qui est un petit peu la genèse du projet. Le film s'appelle les Letters to Max en anglais ou Lettres à Max en français. Et c'est un film qui fait, je crois, 1h40, 1h41. Donc c'est un film assez conséquent. Il y a également une série de lettres qui sont montrées dans le cadre de l'installation. Donc ce sont des facsimilés de un peu plus de 70 lettres qui sont à la genèse du projet aussi. Il y a un troisième élément qui est une performance qui s'appelle l'Anambassade d'Abkhazie. Donc c'est pas une ambassade, c'est une anambassade d'Abkhazie. Et qui est en général située dans un espace avec un mobilier particulier, et on y reviendra. Et le quatrième élément de cette installation est un programme discursif qui peut être, qui peut avoir lieu ou bien sur une période de plusieurs jours pendant l'exposition, ou bien à des intervalles réguliers pendant toute la durée de l'exposition, par exemple tous les samedis après-midi, ou bien rassemblés en un seul bloc à un moment donné de la durée de l'exposition. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'on considère que c'est l'ensemble de ces choses qui constituent l'œuvre, même si certains aspects ont une forme d'autonomie ou pourraient éventuellement être montrés seuls. C'est l'ensemble qui fait œuvre. Alors, pour être plus précis là-dessus, le film Lettres à Max peut être montré ponctuellement dans le cadre d'une projection unique dans un cinéma, dans un programme plus on va dire, qui rassemblerait d'autres films. Mais quand l'œuvre est montrée dans le cadre d'une exposition, c'est-à-dire dans un même lieu pendant une période longue, on ne peut pas montrer le film seul. À minima, je voudrais qu'on montre le film installé dans un espace et les facsimilés des lettres, ou bien dans le même espace ou dans un autre espace, et qu'on fasse l'effort, quand il est possible, d'installer une version de l'ambassade d'Abkhazie pendant un temps donné. Je dirais que ça, mon souhait, c'est qu'on puisse au minimum montrer 2, voire 3 de ces choses-là quand il s'agit d'une exposition, et autant que possible, tous les 4 aspects de l'installation. On va revenir plus longuement sur chacun de ces éléments, chaque morceau de cette pièce. Mais peut-être avant, je voulais donner un petit peu de contexte, c'est-à-dire parler de la genèse du projet. L'Abkhazie est un pays, entre guillemets, parce que c'est un espace qui a une existence qui pose question. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a fait sécession en 1993 du pays dont il faisait partie, qui s'appelle la Géorgie. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 1991, quand l'Union soviétique s'est désagrégée en 13 nouveaux pays, je crois que c'est 13 nouveaux pays, selon des lignes assez arbitraires qui avaient été dessinées par Staline, entre autres, au moment de la construction de l'Union soviétique, pendant plus de 70 ans. Et tout d'un coup, ce grand bloc s'effrite. Et donc des nouveaux pays voient le jour, mais presque du jour au lendemain. Donc tout d'un coup, on a la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, et dans le Caucase, on a la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Et tout d'un coup, ces nouveaux pays voient le jour, et au sein de ces nouveaux pays, qui rejoignent chacun les Nations Unies, qui doivent improviser toutes les manifestations d'une nation. Donc c'est un exercice de représentation. Une nation,
On le sait, c'est un concept assez jeune dans l'histoire de l'humanité. C'est un concept un peu performatif, c'est-à-dire que ce qui fait une nation, c'est un ensemble de choses symboliques et parfois juridiques. Il y a des nations très anciennes, comme la France, une des plus vieilles nations du monde, qui n'ont pas énormément changé en fait, dans leur architecture depuis plusieurs siècles. Il y a des nations très récentes, comme l'Allemagne ou l'Italie en Europe, qui ont un peu plus de 100 ans. Et il y a des nations très très jeunes, comme la Géorgie par exemple, qui ont eu une histoire pré-soviétique, mais qui ont dû réinventer une nouvelle histoire très rapidement en 1991. Et à l'intérieur de ces nouveaux pays de l'Union soviétique, qui succédaient à l'Union soviétique, il y a eu très rapidement des volontés nationalistes, des revendications nationalistes d'autres, on va dire, d'autres peuples, d'autres groupes linguistiques qui avaient le sentiment d'avoir eux aussi une histoire nationale qui ne correspondrait peut-être pas au tracé des pays dans lesquels ils se voyaient appartenir du fait de la situation en 1991. Et en Géorgie, plusieurs groupes ethniques se sont soulevés et il y a eu une espèce une période de conflit suite à laquelle une partie du territoire géorgien a fait sécession de la Géorgie. Donc ce territoire s'appelle l'Abkhazie. Quand il s'agit de guerre civile, quand il s'agit de conflits intranationaux, ce sont forcément des situations extrêmement complexes et plus particulièrement des narrations complètement contradictoires. C'est-à-dire que raconter cette histoire d'un point de vue géorgien ou raconter cette histoire d'un point de vue abkhaze ou raconter cette histoire d'un point de vue arménien ou mingrélien ou faut se dire qu'il y a plus de 150 ethnies linguistiques dans la région du Caucase, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de récits différents et beaucoup de manières différentes de raconter ce qui s'est passé pendant cette période-là. Moi, c'est une région du monde qui m'a intéressé parce que à l'origine, je suis politologue, je suis pas artiste ni cinéaste. Enfin, à l'origine, c'est un terme un peu étrange, mais disons que mon cursus, mon parcours scolaire et universitaire a été plutôt du côté des sciences humaines et des sciences politiques. Également russophone et russophile, dans le sens où j'ai fait des voyages linguistiques en Russie dans les années 80, pendant la période soviétique. Et c'est une région du monde qui m'a toujours intéressé. Et cette histoire de république à l'intérieur de nouveaux pays, de sécession et qui mettent qui soulignent le caractère fictif et conceptuel de l'idée de l'État-nation, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Parce que c'est des zones d'ombre, c'est des zones de grise, c'est des zones où les choses ne sont pas très claires, et c'est souvent dans les espaces où les choses ne sont pas très claires qu'on apprend des choses sur le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est en regardant l'espèce de destin extrêmement fragile ou extrêmement incertain du devenir abkhaze qu'on se surprend à penser autrement la question de la nation, par exemple en France, ou la question de la manière dont les communautés se constituent, s'identifient, existent. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que le mot Abkhazie n'est jamais présent dans le titre de l'œuvre. Moi, je parle des Secession Sessions, parce qu'en fin de compte, pour moi, il s'agit d'une histoire de sécession. Et je voudrais que l'exposition s'exprime comme une série de séances. Donc c'est pour ça que le titre de la pièce, c'est The Secession Sessions, en plus de l'allitération qui m'a amusé au moment de trouver un titre à l'œuvre. Donc c'est un titre en anglais, parce que le plus souvent, cette pièce est circulée dans le monde anglo-saxon et que je n'ai pas trouvé de bonne traduction française. Donc c'est une histoire de sécession, et j'aimerais que notre rapport à cette pièce se fasse
à travers un certain nombre de sessions, parce que ce sont des sujets très complexes, très riches et très variés, et moi je n'ai pas de proposition autre que d'essayer d'encadrer une discussion à travers un certain nombre de sessions. Donc dans ces sessions, il y a, comme je disais, il y a le film, il y a des archives, il y a des documents, il y a des discussions et il y a une performance. L'Abkhazie, j'y suis allé la toute première fois en 2000, je crois en août de l'année 2000, lors d'un voyage que j'ai effectué avec un ami et un écrivain et un universitaire qui s'appelle Dov Lynch, qui est un des spécialistes de ce qu'on appelait les conflits post-soviétiques et plus particulièrement l'émergence de nouveaux États non reconnus à l'intérieur de la carte de l'ex-Union soviétique. Et j'ai voyagé avec Dov pendant plusieurs mois dans 3 États non reconnus en l'été 2000. Donc l'été 2000, c'est-à-dire 7 ans après les différentes guerres pendant lesquelles ces États ont vu le jour, ou ces soi-disant États ont vu le jour. Donc le premier pays dans lequel nous avons voyagé s'appelle la Pridnestrovie en russe, ou la Transnistrie. C'est un État qui a fait sécession de la Moldavie dans la même période et qui existe encore et qui aujourd'hui est en gros sur le territoire moldave mitoyen de l'Ukraine, près d'Odessa. Le deuxième pays dans lequel nous avons voyagé, enfin le deuxième pays, j'utilise le mot pays, mais il faut voir qu'il y a des guillemets autour du mot pays dans la manière dont je me sers de ce terme. Donc nous sommes ensuite allés en Abkhazie, qui avait fait sécession de la Géorgie. Et en troisième volet du voyage, c'était le Nagorno-Karabakh, qui est une région, en français on dit le Haut-Karabakh, qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan. Et c'est une enclave arménienne, où une minorité arménienne vivait à l'intérieur du territoire azéri. Et une guerre extrêmement brutale qui a eu lieu là et qui continue jusqu'à nos jours. En fait, le conflit n'est absolument pas résolu. Les hostilités ont lieu jusqu'à aujourd'hui, donc près de plus de 30 ans après la sécession. Ce sont des conflits qui ne sont pas résolus. Et ce sont des conflits qui gênent parce que, on va dire, l'ordre mondial, il est un petit peu basé sur une idée selon laquelle on aime les choses bien organisées, on aime pouvoir mettre les choses dans des cases, dans des boîtes, on aime bien imaginer que le monde est un lieu ordonné. Pendant quelques années après la fin de la guerre froide, on a eu l'espoir que le monde allait être ordonné, et ce dont on s'aperçoit de plus en plus, et certainement depuis quelques années, c'est qu'en fin de compte, c'est plutôt désordonné. Mais ces zones incertaines, en fait, pointent vers le désordre et donc interrogent énormément l'ordre. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc plus précisément, dans l'idée d'un État qui serait non reconnu, il y a un paradoxe. C'est que l'État est un concept qui n'existe que lorsque tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'on peut se constituer en tant qu'État si les gens à l'intérieur de ce territoire peuvent plus ou moins se mettre d'accord sur la nécessité d'exister en tant qu'État, mais également il faut que les gens à l'extérieur de ce territoire soient d'accord pour dire qu'on est un État. Donc d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est une existence qui ne peut avoir lieu qu'en accord avec l'autre, ou avec les autres. Et en l'occurrence, les autres, c'est 197 pays qui constituent les Nations Unies. Il faut que tout le monde soit d'accord pour être officiellement, avoir sa place à la grande table. Et dans le cas de ces pays sécessionnistes dont on parle, on va dire que la grande table n'était pas d'accord pour qu'il y ait des nouveaux arrivants. Et plus particulièrement, les États qui ont subi ces sécessions. Donc par la Géorgie est aujourd'hui toujours extrêmement... c'est un sujet extrêmement sensible et très douloureux. La sécession de l'Abkhazie et d'une autre région dont on ne parlera pas forcément parce que je ne m'en suis pas intéressé, mais l'Ossétie du Nord qui a également fait sécession, sont des sujets extrêmement douloureux, pénibles et difficiles pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a une guerre civile, et quand il y a guerre civile, il y a forcément des douleurs extrêmement
difficile, c'est le cas en ce moment en Ukraine, mais également parce que c'est une situation qui n'est pas résolue, parce que toute guerre civile donne lieu à des mouvements de population, donc ou bien une émigration, si c'est dit enfin, une narration qui voudrait que les populations se soient déplacées du fait de la guerre, une autre narration qui appellerait ça plutôt de l'épuration ethnique ou de dire que certaines minorités ou certaines parties de la population ont été chassées à la fin de la guerre et aujourd'hui n'ont pas le droit de rentrer, revenir chez eux, d'habiter dans les maisons qu'ils ont construites ou dans lesquelles les gens sont nés. Donc, ce sont des histoires extrêmement difficiles et douloureuses. Alors, c'est un très long préambule pour parler du fait que, en fait, c'est quelque part, c'est dans ces territoires-là que moi, je suis devenu artiste. C'est-à-dire que je me commençais à la transition entre ma vie de politologue à une vie de quelqu'un qui pratique médium de l'image, de fabriquer des récits ou des protocoles dans ce contexte-là, elle a lieu en Abkhazie pendant ce premier voyage, l'été 2000. À l'époque, je suis photographe, donc j'essaye de documenter photographiquement la situation dont je suis témoin. Et je m'aperçois qu'en fait, le médium photographique ne convient pas pour moi, dans le sens où je vois des espaces, je vois des lieux, je vois des gens, je vois des territoires, des paysages, je les photographie, mais je n'ai pas l'impression de trouver à l'intérieur du médium photographique la solution pour raconter toute la complexité de ce que je suis en train de vivre. Toute la multiplicité des contradictions et des récits et des concepts qui se dévoilent à mes yeux pendant ces voyages. Et en fait, pendant pas mal d'années, je suis retourné de manière régulière en Abkhazie, pas dans les deux autres États sécessionnistes où j'ai voyagé. C'est l'Abkhazie qui est devenue comme une espèce d'atelier pour moi, c'est-à-dire un lieu où j'ai exploré une pratique d'artiste plutôt qu'une pratique de politologue. Je suis retourné donc en 2004, puis de nouveau en 2005, toujours avec un appareil photo. Enfin, l'appareil photo devenait de plus en plus grand, parce qu'au début, je travaillais un peu dans une tradition documentaire avec des petits appareils et de la pellicule noir et blanc, et je faisais énormément d'images, et puis je me suis dit qu'en fin de compte, il fallait ralentir, réfléchir, travailler différemment. Donc je suis retourné en 2004 avec une chambre photographique 4x5 pour pouvoir faire des images plus posées, plus composées, parfois mises en scène. Et pendant ces voyages assez longs que j'ai fait en 2004 et 2005, j'ai fait une première série de photographies qui s'appelle Les États imaginés et qui est probablement la première chose que je considérais comme un corpus artistique, c'est-à-dire une série de photographies qui commençait à creuser, à travailler cette notion d'état et en cherchant du côté du paysage ou de parfois des scènes avec des personnages souvent scénarisés et mis en scène. D'abord une ébauche peut-être assez cinématographique ou des formats tableaux dans lesquels certaines de ces questions commencent à se poser. Et puis, lors de ces différents voyages, j'ai rencontré un jeune homme, en 2000, c'était vraiment un jeune homme, enfin j'étais aussi un jeune homme en 2000, mais c'est la première personne que j'ai rencontrée en Abkhazie, c'était un jeune homme qui s'appelait Maxime Gvinja. Et on a travaillé ensemble, je dirais, c'était pas exactement mon assistant, mais c'était quelqu'un qui m'aidait à voyager, à naviguer, à comprendre ce que je voyais. Lui était un tout jeune employé du ministère des Affaires étrangères d'Abkhazie. Il était parfaitement anglophone et il avait on avait quasiment le même âge et il avait une forme d'ouverture sur le monde qui était très singulière et très différente de la plupart des gens que je rencontrais là-bas. Max avait vécu en Ukraine, sa mère est ukrainienne, elle est du Donbass d'ailleurs, elle est de Donetsk. Et son père était abkhaze. Et voilà, il était aussi promoteur d'un groupe de rock. Il avait, je crois, le premier jour où je l'ai rencontré, il portait un t-shirt où il y avait marqué « I love New York ». Il avait des lunettes de soleil et on s'est liés d'amitié. Et j'ai un peu découvert l'Abkhazie à travers cette amitié avec Max.
Et quand je suis revenu en 2004 ou en 2005, donc 4 et 5 ans plus tard, à chaque fois, je passais beaucoup de temps avec lui. Et Max avait un peu évolué aussi dans son univers. Il était plus stagiaire au ministère des Affaires étrangères. Il était adjoint d'un directeur d'une des divisions du ministère, et puis directeur d'une des divisions du ministère. Alors après, il faut avoir quand même une perspective. Le ministère des Affaires étrangères d'Abkhazie, à l'époque, ça devait quand même être 20 personnes, peut-être 25 personnes. Ça tenait dans un bureau la taille de cet espace. Parce que la singularité de ce métier, c'est qu'il s'agissait d'avoir des relations étrangères, alors que l'Abkhazie est un pays qui n'est pas reconnu par aucune autre nation. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2004 ou 2005, l'Abkhazie n'était pas reconnue par qui que ce soit, y compris la Russie. Donc c'était une performance qui avait lieu chaque jour dans le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que Max et ses collègues performaient les activités de fonctionnaires d'un ministère des Affaires étrangères. Et donc il y avait quelque chose d'assez sidérant de voir ces rituels qui vraiment étaient presque dans un régime de théâtre, de performer ce qu'on fait quand on est diplomate et de chercher à motiver des États étrangers pour reconnaître l'existence de l'Abkhazie. Max est venu me voir aussi, à l'époque j'habitais à New York, donc il a passé du temps chez moi, donc c'est une amitié qui se fabrique pendant plusieurs années. Et puis après, je crois, en 2008, il y a un élément fondamental dans l'histoire abkhaze, c'est qu'il y a une nouvelle guerre, cette fois-ci entre la Géorgie et la Russie. Une guerre un peu précurseur de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où en fin de compte, suite à une situation conflictuelle sur la frontière nord de la Géorgie, la troupe russe envahit le pays. Et donc, c'est un grand bouleversement. Et suite à cette guerre, la Russie prend une position beaucoup plus forte dans le contexte et décide de reconnaître officiellement l'Abkhazie comme un pays indépendant. Et l'Ossétie du Nord aussi. Ça change tout dans le rapport de force, parce que ce n'est plus un espèce d'endroit fragile, un petit peu, on va dire, suspendu dans le temps. Tout d'un coup, l'Abkhazie prend une forme d'importance géopolitique, puisque un des plus grands États du monde reconnaît son existence. Simultanément, Max monte dans les rangs du ministère, et finalement, il est nommé ministre des Affaires étrangères, je pense presque ça doit être 10 ans après que je l'ai rencontré. Et donc là, pendant quelques temps, on ne se parle plus trop parce que moi, je ne veux plus interagir avec Max, avec qui j'ai une relation parfaitement amicale, alors que lui commence à avoir un rôle et une fonction très importante dans ce monde qui devient de plus en plus officiel. Et moi, ma relation avec lui, elle est elle est officieuse, enfin, elle n'est pas sérieuse, elle est amicale. Et puis finalement, il y a un changement de gouvernement en Abkhazie quelques années plus tard. Et je crois qu'en 2012, Max il perd son travail de ministre et puis il passe dans l'opposition parce que c'est une espèce de changement au niveau politique en Abkhazie et il n'est plus au pouvoir. En tout cas, lui et ses amis ne sont plus au pouvoir. Et à ce moment-là, presque comme un jeu ou comme une espèce presque comme une blague, je décide d'écrire une lettre manuscrite avec une enveloppe dans laquelle j'écris Max, are you there? On se parle en anglais, Max et moi, Max ne parle pas français. Donc Max, es-tu là? Et je mets cette lettre dans l'enveloppe, je mets sur l'enveloppe l'adresse de Max en Abkhazie, et je pose ça dans ma boîte aux lettres devant mon atelier à Paris, avec la certitude que cette lettre ne peut pas arriver jusqu'à Max, puisque la France ne reconnaît pas l'existence de l'Abkhazie. Donc je ne voyais pas comment un postier dans le 19e arrondissement à Paris allait pouvoir acheminer une lettre qui a pour destinataire une destination à un pays qui n'est pas dans l'ordinateur du service postal. Donc je m'étais dit que peut-être j'en ferais une espèce de pièce
conceptuelle, parce que j'ai une série de... Enfin, une partie de mes travaux à l'atelier sont parfois des projets épistolaires ou des échanges de correspondance. Et ça, j'imaginais que ce serait un échange de correspondance. Enfin, ce ne serait pas un échange de correspondance, ce serait plutôt une lettre que j'enverrais, peut-être une fois par semaine, et qui reviendrait à l'atelier avec un tampon de la Poste qui dirait que le pays n'existe pas. Et puis qu'à terme, voilà, je pourrais présenter une grosse pile de lettres qui n'arrivent pas en Abkhazie, et ça raconterait quelque chose de la non-reconnaissance du pays par la France. Mais chose très étrange, c'est que la lettre n'est jamais revenue à l'atelier. Et la lettre n'est jamais revenue à l'atelier pour des raisons que j'ignore. Le service postal français, puis européen, puis... ou bien géorgien, ou arménien, ou russe, parce que en fait, cette lettre-là est arrivée jusqu'à Max, et j'ai donc continué à écrire des lettres pendant plusieurs mois, et une grande partie de ces lettres sont arrivées jusqu'à Max, en prenant différents chemins. Certaines ont été perdues, certaines sont revenues, mais sur les 74 lettres que j'ai écrites à Max pendant l'année qui a suivi, une bonne cinquantaine sont arrivées jusqu'à lui. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on sait juste qu'elles arrivaient, et parfois via la Géorgie, parfois via la Russie, parfois via l'Arménie. Et parfois elles se perdaient. Donc, quand Max a reçu la première lettre, il m'a écrit un email. En fait, non. Ce que Max a fait, c'est qu'il m'a renvoyé un message pour me dire « J'ai bien reçu ta lettre, mais comme je ne peux pas te renvoyer de réponse postale, puisque le courrier marche dans un sens, mais nous, on ne peut pas envoyer des lettres à l'étranger. » Et il a décidé d'enregistrer une réponse à cette lettre dans un enregistreur vocal, parce que comme il s'intéressait à la musique et il manageait encore un groupe de rock, il avait toujours un espèce de petit dictaphone comme ça. Donc il m'a proposé donc de faire des réponses orales à mes lettres. Et donc il y a une espèce de correspondance qui a eu lieu comme ça pendant presque un an, où moi, tous les quelques jours, je rédigeais une nouvelle lettre à Max dans laquelle je lui posais de nouvelles questions. Et je n'entendais pas ses réponses, puisque lui, il enregistrait ses réponses dans un dictaphone. Et on s'est mis d'accord qu'en fin de compte, quand la correspondance se terminerait, j'irais de nouveau en Abkhazie, cette fois-ci avec une caméra de cinéma et non pas un appareil photo, et qu'on fabriquerait un film à partir des réponses que Max dictait dans son dictaphone, comme une espèce de voix off, et moi, je tournerais des images sur place, et que ces images et la voix de Max on pourrait fabriquer un film à partir de ces éléments-là. Donc ça, c'est la genèse du film Lettre à Max, qui est donc constitué de ces éléments-là, et que j'ai tourné en 2013 et monté en 2014, et le film a été terminé en 2014. Et les lettres que je montre avec ce film quand je fais des expositions, ce sont des facsimilés de ce qui reste des 74 lettres, c'est-à-dire, donc ce sont juste des scans, des lettres que Max a reçues, donc je crois qu'il y a une grosse cinquantaine de lettres ouvertes avec l'enveloppe qui sont scannées. Et puis, les lettres qui sont perdues sont représentées tout simplement par des pages grises, enfin des pages vides. Et lorsque le film est montré, je demande à ce qu'on expose comme un espèce de damier ces lettres, pour qu'on puisse lire l'ensemble de questions que j'ai envoyées à Max, qu'on voit aussi les zones d'ombre de lettres qui ont été perdues, et que pour une spectatrice ou un spectateur qui viendrait voir le film, avant de voir le film ou pendant le film ou après le film, on puisse voir l'ensemble de la correspondance, en tout cas l'ensemble des questions que j'ai posées à Max, sachant que dans le film, on va entendre un certain nombre de ses réponses, mais pas toutes.
Le film ne comprend pas toutes les réponses à toutes les lettres, mais c'est un peu une manière de déplier une pensée comme ça, les lettres. En tout cas, de déplier ma partie de la conversation et d'expliciter un certain nombre de questions que j'ai pour Max depuis que je m'intéresse à cette question. Et la correspondance, elle retrace aussi une petite partie de cette histoire que j'ai racontée là, c'est-à-dire l'histoire de notre amitié aussi, l'histoire de mes différents voyages en Abkhazie, parce qu'il me semble que c'est important, c'est pour ça que le film aussi s'appelle « Les lettres à Max », parce que c'est un film qui est entre autres aussi la chronique d'une amitié, la chronique d'un échange au sujet d'un certain nombre de choses. Et ce n'est pas forcément autre chose que la chronique d'un échange entre Eric et Max. Et ça, c'est très différent que de dire que c'est un film sur l'Abkhazie. Parce qu'un film sur l'Abkhazie, ce serait un film qui proposerait des explications sur toutes sortes de choses que je ne prends pas en charge, que le film ne prend pas en charge. Et c'est peut-être parce que le film ne prend pas en charge un certain nombre de questions importantes dans la problématique abkhaze, dans la problématique de l'État non reconnu, dans la problématique de la question de la reconnaissance, qu'il y a ces deux autres composants du projet. Donc, la troisième étant ce que j'appelle l'ambassade d'Abkhazie. Donc c'est un jeu de mots sur la question de la représentation, puisque en fin de compte, le mot représentation est présent à plein d'endroits dans le projet, puisque un film et toute image est un questionnement sur la notion de représentation, et le personnel diplomatique d'un pays est en représentation, c'est-à-dire qu'un pays se représente, et la modalité de représentation d'un pays, c'est ce qu'on appelle une ambassade. Et une ambassade, c'est un rituel. Quand un nouvel ambassadeur arrive dans un pays, la première chose qu'il ou elle fait, c'est d'apporter je crois que ça s'appelle des lettres de crédence aux autorités du pays où l'ambassadeur vient en poste. Et en fait, c'est vraiment un rituel de représentation. La lettre de crédence, c'est dire « je représente tel pays » et nous serons les interlocuteurs pour des échanges bilatéraux entre ces deux pays. Alors, l'Abkhazie n'a pas d'ambassade, ou à l'époque avait presque aucune ambassade, peut-être sans doute à Moscou, et puis dans les 5 ou 6 pays qui, entre 2008 et aujourd'hui, ont décidé de reconnaître l'Abkhazie pour différentes raisons. Donc ces 5 ou 6 pays assez particuliers, ce sont bien des pays en Amérique latine qui ont qui sont sensibles aux arguments de la Russie sur une espèce de narration anti-impérialiste au sens vouloir résister à l'Europe et à l'Amérique du Nord dans une certaine vision du monde, et qui sont plus proches de Moscou dans certains alignements. Donc par exemple le Venezuela, le Nicaragua reconnaissent l'Abkhazie. Et puis ensuite il y a des tout petits pays en Micronésie, dans le Pacifique, dont la reconnaissance de l'Abkhazie est peut-être un petit peu plus mercantile, on va dire. On soupçonne que, en général, la reconnaissance de l'Abkhazie par l'île de Tuvalu, de Nauru et de Vanuatu a peut-être été l'objet d'une tractation financière entre la Russie, qui a peut-être donné des arguments financiers pour que ces pays reconnaissent l'Abkhazie. Donc aujourd'hui, je crois que 7 États reconnaissent l'Abkhazie. En tout cas, la France, l'Union européenne, ne reconnaît pas l'Abkhazie. Donc, lors de la première exposition du projet à Béton Salon, le centre d'art et de recherche à Paris, j'ai proposé à Max de venir. On a dessiné du mobilier avec l'aide d'un architecte qui s'appelle Xavier Vrona, un mobilier assez simple, un peu sur le modèle on va dire, de mobilier de théâtre, un peu, comment dirais-je, presque comme des meubles qui symbolisent des meubles plus que d'être réellement des meubles. Et à l'intérieur donc il y a un bureau, il y a une chaise, il y a un porte-drapeau, et il y a plusieurs autres chaises devant ce bureau. Et en général, on délimite un espace dans le centre d'art avec un scotch ou avec une moquette ou quelque chose qui délimite cette ambassade. Et on dit que
voilà, c'est l'ambassade d'Abkhazie. C'est pas une ambassade parce que personne, je n'ai pas l'autorité pour nommer des ambassadeurs, mais j'ai l'autorité pour nommer des ambassadeurs. Donc Max a été nommé un ambassadeur d'Abkhazie, un mot qui pose évidemment toutes sortes de questions. Et l'idée, c'est de concevoir l'espace du centre d'art comme un lieu hybride dans lequel plusieurs choses ont lieu. C'est-à-dire que l'après-midi, le centre d'art devient un cinéma. Il y a des chaises qui sont disposées, il y a un écran qui est mis au mur, et toutes les 2 heures, à intervalles réguliers, il y a la projection du film Lettre à Max, qui commence, disons, à 13h, 15h et 17h, donc 3 projections du film. Le film dure, je crois, 1h41 ou 1h42, et donc à intervalles réguliers, on sait qu'on peut aller voir le film à 13h, 15h et 17h. Si on vient au centre d'art le matin, il n'y a pas de film. Par contre, il y a Max. Max est à son bureau, et l'ambassade est ouverte, et les gens qui viennent visiter le centre d'art peuvent s'asseoir et discuter avec Max. Ce qui se passe dans cette discussion est entre Max et les visiteurs. Ce n'est pas documenté, ce n'est pas filmé. C'est un échange dont le protocole est totalement ouvert. C'est-à-dire que les gens peuvent discuter de ce qu'ils veulent avec Max, et Max peut répondre comme il veut aux questions qu'on lui pose. Et toutes sortes de choses peuvent avoir lieu à l'intérieur de ce dispositif. Moi, ce qui m'intéresse avec ça, c'est que, en fin de compte, voilà, c'est de jouer sur cette idée de représentation. C'est aussi de partager quelque chose qui a été très important pour moi, c'est tout simplement la rencontre avec Max. C'est-à-dire que pour moi, la rencontre avec cette histoire abkhaze, elle a lieu à travers ma rencontre avec Max. Max est une personne assez particulière. Je crois que le film donne une idée de qui il est, mais de passer un temps avec lui, c'est un moment privilégié. Et dans l'autre sens, ces rencontres intéressent Max, parce que Max est très ouvert et intéressé par le monde, et que c'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer, de discuter, de partager ses perspectives, de poser lui-même des questions, de voyager, de sortir de ce petit endroit qui est parfois un petit peu fermé, coupé du reste du monde du fait de la non-reconnaissance, et de voyager et de rencontrer aussi un monde qui ne le reconnaît pas. Ce qu'on fait en général quand on organise l'ambassade d'Abkhazie, c'est qu'on invite des gens aussi issus de la société civile, des écoles, des universités, des journalistes, des gens du milieu de la culture. On essaie de structurer l'échange en invitant des gens pour venir rencontrer Max. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les gens, les spectateurs ou les spectatrices habituels ou les visiteurs habituels du centre d'art qui vont rencontrer Max. On essaye d'aller chercher aussi en dehors d'un petit monde de gens qui fréquentent les centres d'art, des écoles, des lycées, des collèges, des gens dans différents espaces culturels ou différents axes de la société à venir rencontrer Max. Et ce qui se passe, encore une fois, lors de ces interactions, ne regarde que les visiteurs et Max. Parfois, des choses étonnantes peuvent avoir lieu. Par exemple, une fois à Paris, le Centre d'art Béton Salon a reçu une réponse à l'invitation qui avait été envoyée à quelqu'un qui souhaite demeurer anonyme, qui a dit « Je vous remercie pour cette invitation, je viendrai rencontrer Max et j'ai quelque chose d'important à lui confier ». Et donc, il arrive le jour de son rendez-vous avec une boîte d'archives. Et c'est une boîte, il explique à Max, d'archives qui appartiennent qui font partie de l'archive de Michel Foucault. Et ce qu'il explique, c'est que après la mort de Foucault, l'archive du philosophe devait être
vendu à l'université américaine de Yale. L'ensemble des papiers de Foucault devaient partir à Yale. Il y avait une transaction avec laquelle les légataires de Michel Foucault étaient d'accord. Et à la dernière minute, l'État français a stoppé la vente, a exercé son droit de préemption, je crois que ça s'appelle, en disant que c'était un trésor national et qu'il fallait que ces choses restent en France. Et donc, capter les papiers pour les mettre aux archives nationales ou à la Bibliothèque nationale. Et il se trouve que cette personne anonyme avait chez elle une toute petite boîte avec un certain nombre de documents issus de la très grande masse des archives Foucault, parce qu'il travaillait sur un sujet particulier. Il avait voulu initier un geste en se disant, c'est quand même étonnant que, voilà, pour un philosophe qui a passé toute sa vie à parler de l'État, de la structure autoritaire qu'est l'État, de se retrouver après sa mort, on va dire, toute cette archive se retrouve ingérée par l'État et ne pouvant pas sortir du cadre de la nation. Et c'était un peu une volonté d'un espèce de geste poétique de dire, eh ben, peut-être qu'une toute petite fraction de cette archive échappera à l'État et ira dans un non-État. Et donc c'était une donation que cette personne voulait faire à Max pour qu'il le ramène en Abkhazie, pour que les archives nationales abkhazes détiennent une petite part de l'archive Foucault. Et c'était particulièrement important d'un point de vue symbolique parce que les archives nationales, c'est vraiment l'endroit où une nation fabrique sa mémoire symbolique. Et l'archive abkhaze a été détruite pendant la guerre. C'est-à-dire que quand les Géorgiens ont occupé Souroumi, la capitale abkhaze, ils ont fait brûler les archives abkhazes. Et donc il n'y a plus d'archives nationales abkhazes, enfin elles sont toutes récentes, elles datent de ce qui a survécu en 1994. Et à l'intérieur de ces archives, il y a une petite boîte rouge avec les papiers Foucault. Donc ça, ce sont le genre de choses qui peuvent arriver quand on organise l'an ambassade. C'est des choses que je crois que le projet souhaite faciliter, c'est-à-dire de créer un contexte dans lequel quelque chose de cet ordre-là pourrait avoir lieu. La dernière partie, la quatrième composante de l'œuvre, c'est donc ce qu'on appelle les sessions. Donc à Béton Salon, à Paris, c'était tous les samedis après-midi. Parfois, dans d'autres expositions dont on parlera, c'était plus rassemblé sur quelques jours. Mais à Béton Salon, tous les samedis après-midi, on savait qu'il était dit qu'il n'y aurait ni film ni an ambassade. Les fauteuils seraient mis dans un grand cercle et on organisait des sessions thématiques pour discuter des différentes questions qui étaient soulevées par l'exposition et par le film, par les échanges avec Max. Et donc c'était un programme élaboré conjointement avec le Centre d'art, d'invitation à des gens issus de différents champs, champ de l'art, champ de la science politique, le champ littéraire, le champ associatif, pour ouvrir un peu l'espace de discussion. Donc, je n'ai pas une liste sur moi de toutes les différentes sessions qu'on a faites, mais de mémoire, je vais peut-être essayer d'en évoquer quelques-unes. Donc, il y en a, je crois, lors de la première séance, en général, c'est Max qui est là, dans un dialogue avec, par exemple, la directrice du Centre d'art et Dov Lynch, donc ce politologue avec qui j'avais fait les premiers voyages et moi-même, et on discute un petit peu et le public peut nous poser des questions. Je crois que la séance d'après, on avait invité, il me semble, plusieurs commissaires d'exposition pour nous parler de différents projets artistiques qui mettent en scène la question de la nation. Donc il y a un collectif, je crois, slovène qui s'appelait, qui a édité des faux passeports, enfin des vrais faux passeports, comme un espèce de projet artistique qui
qui ressemblaient vraiment à des passeports et qui, à certains moments, qui questionnent un petit peu cette question d'une nation comme une fiction. Et nous racontait qu'à certains moments, ces passeports avaient pu être utilisés par des gens qui n'avaient plus de passeport et qui avaient réussi à traverser certaines frontières parce que le passeport est tellement crédible dans sa facture et dans sa forme qu'à certains moments, les gens avaient quasiment pu s'en servir comme un vrai passeport et voyager en Europe. Je pense que c'était il y a 20 ans. Mais donc, en tout cas, de refaire un historique de différents projets artistiques qui questionnent la notion de nation, la question de la représentation, etc. La semaine suivante, on avait invité un artiste georgien qui s'appelle Gela Patashuri et qui est lié à cette histoire de Abkhaz parce qu'il avait été lui-même embrigadé dans la guerre en tant que conscrit géorgien, a été envoyé au front, a été blessé pendant les combats, a perdu l'ouïe d'un côté, donc a vécu un véritable traumatisme physique du fait de la guerre et qui, 20 ans plus tard, est devenu artiste, a ouvert un lieu qui s'appelle Without Walls, qui est dans un lieu ouvert dans la nature, dans les montagnes à côté de Tbilissi. Et c'est un artiste conceptuel, performatif, qui a une pratique vraiment intéressante. Et on lui a un petit peu livré le centre d'art, dans lequel il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Donc lui-même a invité des étudiants des différentes écoles d'art en région parisienne pour investir le lieu, pour faire des performances, pour questionner à sa manière les problématiques que l'exposition soulève pour lui. On a invité le philosophe Alain Badiou à venir s'entretenir avec le philosophe Pierre Zawi sur certains concepts importants soulevés par la question de l'État et la non-reconnaissance. On a invité un sociologue, Fabien Jobard, qui travaille au CNRS et qui est un spécialiste de l'État et principalement de la police, pour nous parler, en tant que sociologue, de toutes les toutes petites manières dans lesquelles l'État s'incarne dans des gestes du quotidien à travers le contrôle d'identité à la gare du Nord, par un policier qui est habilité à poser telle et telle question, par des toutes petites choses. En fait, essayer de ramener cette notion d'État à des choses tangibles et concrètes, puisque le projet dans son ensemble a plutôt tendance à poser des grandes questions sur ce que c'est qu'un État. Et lui voulait ramener ça à la manifestation quotidienne et tangible de l'État. Et donc ça, c'était des séances, par exemple, qui interrogent beaucoup plus notre rapport à l'État, nous, en tant que des gens qui habitaient à Paris à ce moment-là, en 2014, et qui se surprendre à repenser ce qu'est l'État dans un contexte où on n'y pense pas très souvent, quand on n'a pas des problèmes de papier ou des problèmes de droit de résidence ou de droit de voyager, nous ramener à cette matérialité de l'État comme ça, quotidienne. Et puis, dans différents contextes dans lesquels l'exposition a eu lieu, évidemment, ces sessions, et je cherche à prendre en compte aussi le contexte local, c'est-à-dire que quand l'exposition a voyagé jusqu'au centre d'art Tabacalera à San Sebastián Donostia, qui est dans le Pays basque espagnol, évidemment la question de l'indépendance, de la sécession et de l'autonomie est très chargée avec l'histoire de l'État, de l'ETA militaire, parti nationaliste basque. Donc on a orchestré des discussions où on va dire des spécialistes de la question du nationalisme basque ont pu s'exprimer, des journalistes, des citoyens ont pu réagir au film ou dialoguer avec Max de leur propre perspective nationaliste ou régionaliste ou au contraire anti-nationaliste basque de différentes manières. Quand on a installé les Secession Sessions à la Biennale de Sharjah en 2015, évidemment c'était le contexte du Moyen-Orient qui posait question, la question de l'État, évidemment du point de vue libanais par exemple, était très présente, puisque l'État libanais est très particulier dans sa manière de gérer la question de différentes communautés religieuses et de la représentation étatique de ces différentes communautés dans un fragile équilibre qui est toujours un petit peu
proche de la guerre civile et qui a connu une très longue histoire de guerre civile. Il y avait également la guerre en Syrie qui posait toutes sortes de questions. Donc on avait invité Fawaz Traboulsi, qui est un historien et une grande autorité dans l'histoire du Liban et du Proche-Orient après les accords de Sykes-Picot qui ont divisé les protectorats après l'effondrement de l'Empire ottoman, diviser le Proche-Orient entre des protectorats français, anglais et puis finalement des États indépendants. Mais forcément, toute l'histoire de l'État-nation dans le contexte moyen-oriental est évidemment extrêmement chargée, puisque toutes les guerres qui ont lieu depuis 20 ou 30 ou 40 ans au Moyen-Orient ont un rapport avec des tracés frontaliers qui ont été élaborés en Europe par des Européens avec des objectifs coloniaux ou post-coloniaux extrêmement clairs et extrêmement intéressés, que ce soit autour de la question du pétrole, que ce soit autour de la question de diviser certaines minorités ou certaines majorités, etc., donner l'existence au Koweït à l'intérieur de l'Irak, etc., etc. Donc, chacune de ces expositions a été l'occasion de reparler de concept de l'État-nation dans un contexte géopolitique ou postcolonial particulier, et donc éventuellement de s'échapper de la stricte question de l'Abkhazie, de la vie de Max, de la petite histoire de l'amitié entre Max et Eric, etc., et d'ouvrir vers toutes sortes d'autres questions. Quand l'exposition a été réalisée à San Francisco, à la Fondation Caddiste et au Berkeley Art Museum, plusieurs choses intéressantes se sont passées, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on a invité un groupement politique sécessionniste américain. Donc ce sont des gens qui veulent revendiquer l'indépendance d'une région qui est au nord de la Californie, l'État de l'Oregon et l'État de Washington, et qui ont une plateforme sécessionniste dans un pays qui a été le théâtre d'une guerre de sécession extraordinairement brutale au XIXe siècle, et extrêmement dont les traumatismes restent encore très visibles aujourd'hui. Donc la question de la sécession dans le cadre américain était vraiment assez intéressante, de parler de ça aussi au présent, de parler de différentes sécessions ou volontés sécessionnistes à l'intérieur de certaines communautés aux États-Unis. On parle beaucoup de séparatisme noir au début du XXe siècle, d'une volonté de ne pas se sentir américain à l'intérieur de certaines communautés, de ne pas se sentir bien accueilli à l'intérieur de certaines communautés et de vouloir faire sécession autour de lignes de genre, de sexualité ou d'appartenance à une géographie particulière. On a aussi, en général, on essaye de trouver un moyen de faire appel à des perspectives géorgiennes, des expériences géorgiennes, de faire émerger à l'intérieur du projet des points de vue, des narrations que le film ne prend pas en charge ou qui restent extérieures à cette histoire telle qu'elle est racontée par Max, et de trouver des moyens discursifs pour que ces expériences divergentes, ces expériences qui sont pleines de souffrances, puissent également surgir à l'intérieur de l'espace d'exposition, en contextualisant autant que possible pour que ce soit des discussions intéressantes, si controversées ou émotives dans un contexte où les gens ne se sentent pas en danger, parce que ce sont évidemment des sujets extrêmement difficiles, c'est des sujets polémiques et qui aujourd'hui, avec l'actualité, par exemple en Ukraine, sont devenus de plus en plus sensibles. Mais disons que moi, en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse, c'est que le lieu du centre d'art, ou le lieu qui accueille des projets d'artistes, puisse également être un lieu dans lequel on puisse évoquer de manière différente ces histoires qui sont en grande partie politiques ou historiques, et qui sont également personnelles, qui sont également sentimentales ou émotionnelles, qu'on puisse trouver des chemins de traverse, des transversales, des relations entre les sujets. Et ça, c'est ce que j'espère faire à travers ces sessions régulières.